7,7 sur 10. C'est la note que vous avez accordée au dernier épisode de Jujutsu Kaisen. Est-ce parce qu'il n'y avait pas assez de bagarre ou bien est-ce justifié? Eh bien, voyons ça tout de suite. On reprend l'épisode là où on s'était laissé la dernière fois avec l'apparition de Tengen ou la voix off. Tous les personnages à qui elle s'adresse, parce que oui, c'est une femme et à la fois pas tant que ça, ils se demandent tous si c'est un être humain ou pas. De souvenir, dans le flashback de Gojo, on avait accès à une sorte de pavillon, mais je savais pas que c'était quoi exactement. Mais j'étais curieux de savoir c'était quoi. Et étant donné que Tengen contrôle tout cet espace là, Yuki lui demande pourquoi est-ce qu'il l'a fermé. Elle n'hésite pas et lui dit cache parce que je pensais que Kenjaku était en toi. Et là, je vous demande platement pardon parce que je me suis rendu compte que dans mon résumé, j'ai passé mon temps à dire Kenjaku alors que de base, ils avaient annoncé Kamunori Toshi. J'ai spoilé au calme et vous n'avez rien dit. Alors encore mes plus plates excuses. Bref, la discussion entre Tengen et notre groupe va tourner beaucoup autour de Kenjaku et de ce qu'il y a à faire. On peut résumer l'épisode à ça, mais il y a beaucoup plus en réalité. Déjà, qui est Tengen? Eh bien, c'est une exercice qui a déjà plus de 500 ans. C'est beaucoup, mais je n'aurais pas dit pareil pour Tsunade. Elle possède l'immortalité et a besoin du plasma stellaire pour rester un minimum humain. Sinon, elle évolue et se rapproche d'un être comme les fléaux, ce qui ne nous arrangerait pas vu le contexte actuel. Car s'il en devient un, ce serait le fléau du monde, voire l'univers. Tout que son sort de barrière est lié à tout le Japon. Et c'est exactement ce que cherche Kenjaku, un exercice d'après elle, de l'époque de Sukuna. Cependant, on n'est pas là pour ça, il y a plus important. Comment on fait sortir Gojo de sa chambre? Car oui, depuis la saison 2, il a été puni. On fait comment? C'est notre numéro 10 et il peut pas jouer. Libérez Gojo. Bref, il accepte de nous aider, mais en contrepartie, on doit laisser deux de nos meilleurs éléments avec lui. Il est sérieux là? Il nous fait donc une des meilleures présentations PowerPoint que j'ai jamais vues. En gros, il nous fait un topo sur les objectifs de Kenjaku, à savoir faire évoluer l'humanité. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Pour cela, il compte s'aider de la barrière de Tengen, mais il n'a pas assez d'énergie occulte pour l'exécuter. Raison pour laquelle il a mis en place la traque mortelle. Alors, une fois l'énergie suffisante, absorber Tengen, qui est devenu un être proche des fléaux, sera un jeu d'enfant. Et l'altération de Tengen impactera indéniablement le reste de la population japonaise, avant de s'étendre ensuite pour le monde. Tengen compare ça à de multiples corps, partageant un seul et même esprit, voire une seule âme. Qu'importe ce qui arrive à un seul de ces corps, les autres seront également affectés. Tout ça parce qu'un seul gars a fumé une ado. Excusez-moi, j'ouvre une parenthèse. En fait, Tengen, c'est un Pokémon. Il a une pierre stase qui l'empêche d'évoluer, mais comme quelqu'un a détruit ça il y a 12 ans, on se retrouve donc dans un beau bordel. Fermez la parenthèse. Elle a fait une pierre deux coups en expliquant le plan de Kenjaku et pourquoi il veut s'en prendre à elle. Ainsi donc, en dehors de la barrière de Tengen, on a une raison encore de la protéger. Cependant, il y a un truc qui nous tracasse. Si Kenjaku est là depuis au moins 1000 ans et Tengen 500 ans au minimum, qu'est-ce qu'il attendait? Eh bien, pendant toutes ces années, il jouait à Coyote et Limit avec le 6ème œil. Ce dernier, Tengen et le plasma stellaire forment en quelque sorte un cercle vertueux, c'est-à-dire ils sont tout le temps liés l'un à l'autre. Puisqu'au final, ils étaient toujours sur son chemin. La preuve, il les a fumés une fois et d'autres sont réapparus pour mettre fin à ses dessins. Cette fois, au lieu d'essayer d'éliminer un problème qui réapparaît, il l'a isolé. Car si la mort vient avec une réincarnation qu'on ne contrôle pas, l'isolement, lui, on peut se débrouiller. Bon, j'ai essayé d'être le plus clair possible, je ne suis même pas sûr de pouvoir me comprendre moi-même. En gros, tout ce que j'ai raconté pendant 2 minutes justifie pourquoi Tengen veut s'emparer de 2 de nos titulaires. Ensuite, Kenjaku explique les règles de la traque mortelle. Au cas où je n'aurais pas été très clair dès le début, oui, c'est un épisode d'explication et de mise en place. Mise en place. Donc ça prend du temps. Je ne vais pas entrer ici dans les détails des règles. Déjà parce que je vous l'ai dit, je ne suis pas un grand lecteur, donc lire ça en manga, c'est extrêmement fatigant. Même quand ils expliquaient, mon cerveau fumait. Et de 2, j'en ferai une vidéo. Bref, la belle Yuki et mon gars Chozo se portent volontaires pour des raisons qui leur sont propres. Maki, elle, avec l'autorisation du chef de clan Megumi, retourne chez elle, chez les Serpentards, pour récupérer les armes qui leur seront utiles. Vu leur orgueil et leur misogynie, j'aimerais trop voir ça. Yuta, lui, va se rendre dans une des zones du jeu, parce que oui, encore une fois, je n'ai pas expliqué, il y en a 10 sur tout le Japon, de manière à recouvrir quasiment toute la barrière de Tengen. Laissant ainsi Megumi et Yuji à la recherche de leur aîné, Akari, élève en 3e année d'exorcisme, d'après Yuta, aussi fort que lui. À son sujet d'ailleurs, je pose mes 2 boules de cristal, vous allez l'aimer. Les tâches sont réparties, mais il y a un hic dans tout ça. Yuta et Yuji sont séparés. Lorsqu'ils s'en rendent compte, on dirait un chien abattu. Après tout, Yuta avait promis à Yuji de le tuer si jamais Sukuna apparaissait. Tu fais bien de t'éloigner parce qu'en aucun monde, je dis bien, tu tiens un Sukuna 15. Bref, ils connaissent leur tâche et l'épisode finit sur un nouveau personnage qui semble se chercher encore. Parlons note maintenant parce que 7,7 sur 10, c'est correct. Je ne vois pas dans quel monde avoir la moyenne, voire plus que la moyenne, et à 2 points de la perfection, c'est mauvais. Je comprends l'avis des gens lorsqu'aujourd'hui ils disent que les très bonnes notes sont données aux épisodes avec la bagarre.
et qui, de manière générale, nous spectateurs avons une attention de passoire. Ce qui n'est pas totalement faux. Après, je vous pardonnerai toujours pas d'avoir mis Solo Leveling en anime de l'année alors que Frieren et les carnets de l'appliquer existaient. Mais faut le reconnaître, l'épisode était bien. On a eu des explications, l'intrigue avance et on ne s'ennuie pas. On arrive à ressentir une certaine légèreté malgré la gravité de la situation. Et disons les termes, un autre studio ne se serait peut-être pas cassé les pieds à animer cet épisode comme Mappa l'a fait. On a été respecté. Alors, encore une fois, un 7,7 sur 10, c'est très bien. Prenons une saison comme étant un match de football. Il y a des temps forts et des temps faibles. On est d'accord? Le temps faible étant le moment où l'équipe subit l'attaque adverse. Eh bien pour moi, cet épisode est le temps faible de cette saison. Pour ce qu'il est un épisode de transition, il a eu 7,7 sur 10. J'aurais mis un 8, maximum 8,75, mais je vais me répéter encore, un épisode de transition. Vous voulez quoi de plus? Un prix Nobel? Mauvais prix. Certains vont le comparer à l'épisode de Solo Leveling, où Jin retrouve sa mère dans un moment fort après avoir travaillé 2 saisons pour ça. Et parce que les gens veulent la bagarre que la note de cet épisode a baissé. Aujourd'hui, c'est passé à 8. Par contre, pour l'épisode 3 de JK, ce n'est pas pareil. Ce ne sont pas de fortes émotions qu'on ressent, mais plus de l'admiration pour le travail fait par Mappa. Quand on connaît la suite, j'ai plein de moments en tête qui pourraient être pris pour des temps faibles. Là, on pourra se plaindre. 7,7 sur 10, pour moi, c'est correct. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'ai oublié quelque chose.